Citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance pour lui. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Parce que ma mère, ça sauve des vies. Je veux faire, je veux passer. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chancer, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Mon frère, ça sert à rien de fuir. C'est de rester avec elle et de la soutenir pour pouvoir vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi mon sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Voilà. Donne-moi ton sourire, on est positionné. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Nous sommes en date du 18 octobre 2024. Merci encore à tous celles et tous ceux qui nous suivent. Merci de participer au festin intellectuel. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets. Une grève illicite et injustifiée. C'est les propos tenus par le porte-parole du gouvernement pour justifier la grève sauvage de certains enseignants manipulés par l'opposition ivoirienne. On va parler de cela et, comme dans tout voyage, quand on explique très bien les conditions dès le départ, les uns et les autres savent à quoi s'attendre et on sait quelle sera la destination finale. Donc il y a eu grève sauvage. Il aura aussi des conséquences. Je ne cesse de le dire depuis le début, mais à la fin de ce mois, personne ne sera surpris lorsque sera venu l'heure du bilan. Après cela, nous allons parler de la sécurité de la Côte d'Ivoire et aussi, on va parler de la décision finale qui a été prise contre la FECI. On va parler de cela et de l'aspect sécuritaire du pays. Et pour finir définitivement, on va parler d'un affabulateur et de ses réseaux de propagande pour désinformer les Ivoiriens parce que eux, ils tiennent malheureusement à cette sinistre réputation d'imposteur politique. C'est Laurent Gbagbo que nous allons parler. Il faut qu'on explique qui ce monsieur est aux uns et aux autres.
pour que ce produit frélaté avec de la fraude sur l'emballage, chaque fois qu'il change d'étiquette politique, il faudrait qu'on puisse informer nos populations sur cette supercherie. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons débuter avec le sujet numéro 1. Une grève illicite et injustifiée. Les enseignants, les médecins et les travailleurs sociaux, mais en grande majorité les enseignants, se sont illustrés de la plus humiliante et de la plus honteuse des manières qu'on ait pu assister. Et donc, lors de son point de presse du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, n'a pas donné dans la dentelle vis-à-vis des grévistes. Il a été très tranchant. Et ce qu'il a dit est très clair. Il a jugé la grève de 72 heures décrétée par le syndicat d'enseignants, du personnel de la santé, de ceux des affaires sociales et du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant d'illégal et d'injustifié. Quelqu'un qui agit illégalement est un individu irresponsable. Quelqu'un qui pose des actes injustifiés est quelqu'un de maladroit. Est quelqu'un qui ne sait pas peser le pour et le contre des choses. Et les termes qu'il a utilisés, on ne pouvait pas utiliser de bien meilleurs éléments de langage que ce qu'il a dit. Et nous soutenons fermement ce qui a été dit. Et nous allons faire accompagner cela d'actions extrêmement concrètes. Pour le porte-parole du gouvernement, ces agents n'avaient pas besoin de faire la grève pour obtenir satisfaction quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il dit, celui qui connaît le gouvernement du président Ouattara, un gouvernement aussi responsable, un gouvernement à l'écoute de son peuple, il dit, tous les canaux, toutes les voies de recours étaient là pour qu'on puisse aller à la discussion sans tomber forcément dans la grève, sans tomber dans la violence. Mais quand des gens se sont laissés manipuler, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils ont pris de l'argent avec le PDCI, avec le PPACI, pour tromper leurs camarades militants, même sans justifier et sans être capable de justifier leur posture, ils vont venir dire aux gens, nous grèvons. On dit, pourquoi vous grèvez? Non, nous grèvons. Mais dites à vos collègues que vous avez pris de l'argent avec le PDCI et le PPACI et que vous ne pouvez pas leur dire cela, mais vous ne pouvez pas aussi justifier la grève. La gouvernance du président Alassane Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue. Tout ce qui a été obtenu par le travailleur là a été sans qu'il n'y ait eu grève. Il dit ce qu'il dit pour montrer la bonne foi et le sens de la responsabilité du gouvernement du président Alassane Ouattara. Il dit il prend tous les Ivoiriens à témoin. Est-ce que pour qu'on fasse le déblocage des salaires, est-ce qu'on a eu besoin que les fonctionnaires grèvent? Est-ce que pour qu'on puisse favoriser des mesures sociales pour les enseignants, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire grève? Est-ce que pour leur accorder un 13e mois, est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent grève? Est-ce que pour améliorer leur prime de transport, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Est-ce que pour améliorer leur prime de logement, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Est-ce que pour augmenter les indemnités familiales des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Voilà autant de bénéfices et autant d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont demandé tous ces revalorisations que je viens d'évoquer. Et il n'a pas été utile de faire des grèves pour que tout cela soit obtenu. Et donc, pour quelqu'un qui veut être responsable et qui ne veut pas agir dans l'illégalité, tout ce que je viens de citer là, depuis 25 ans, on n'avait jamais eu de déblocage des salaires en Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara qui a fait ce travail. En plus de tout ce que je viens de vous citer.
Il n'a pas eu qu'on lui lance des menaces. Il n'a pas eu à attendre qu'il y ait des grèves parce qu'il sait la situation et il sait l'importance de chacun de ces métiers-là. Et donc, il y a eu des avancements qui ont été obtenus par les travailleurs. Allez demander à tous les travailleurs, quand ils regardent leur situation, de 1993 en 2010, et puis ils viennent regarder leur situation, de 2012 à 2024, les salaires ont pratiquement triplé. Et quelle est la méthode qui a permis de pouvoir arriver à ces bons résultats? C'est dans le cadre du dialogue social. C'est dans le cadre du dialogue social. Il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, l'augmentation des primes du transport ou encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu grève. Tout cela a été obtenu dans la concertation et dans la discussion. Il regrette que les syndicats se mettent en grève malgré ce cadre de dialogue social qui avait permis d'obtenir une trêve sociale. Il dit c'est vraiment lamentable, c'est triste et c'est irresponsable de voir des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire à qui l'État a accordé toute sa noblesse et la respectabilité dans chacun de leurs métiers, mais qui se mettent à se comporter comme des vagabonds, comme des inconscients pour troubler la quiétude sociale. Ce n'est pas par faiblesse que le gouvernement a signé une trêve sociale. C'est pour montrer aux Ivoiriens la qualité du travail et surtout la trêve sociale, c'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est devenue un pays sérieux. Sinon, ce n'est pas par faiblesse. Le gouvernement aurait pu attendre que vous fassiez des grèves sauvages et puis maintenant, pris à la gorge, il aurait commencé à discuter avec vous. Et si le gouvernement de lui-même a créé un cadre qu'on appelle le cadre du dialogue social et vous a donné tout ce qu'il vous a donné, que nous venons de citer, sincèrement, il faut que vous vous revoyiez parce que vous êtes devenu aujourd'hui la honte de la Côte d'Ivoire. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé le comité sectoriel de dialogue social. Il dit par exemple, la ministre Anne Ouloto, qui est la ministre de la fonction publique, c'est la ministre de tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Il dit, tu vas dans chaque ministère, je dis bien chaque ministère, pour régler toutes les questions qui sont liées aux questions de salaire, aux questions de problèmes d'argent, dans tous les ministères. Ceux qui ne le savent pas, il y a un comité sectoriel de dialogue social. Ça veut dire, il y a un comité qui est créé dans chaque ministère. Quand vous avez des problèmes sociaux, quand vous avez des problèmes d'argent, quand vous avez des problèmes qui sont liés à votre corporation, à votre travail, si vous êtes un syndicat, vous pouvez directement toucher ce comité sectoriel, quel que soit le ministère. Il y a combien qui savent cela? Et si vous ne le saviez pas, vous auriez dû d'abord chercher à contacter le comité sectoriel de dialogue de vos différents ministères. Lorsqu'une corporation d'un secteur donné a des revendications, si elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel, les solutions seront trouvées. Il dit, il n'y a pas de mystère aujourd'hui à cacher quoi que ce soit à quiconque. Il dit, si des gens qui ont un travail, n'importe quel ministère, si vous allez toucher le comité sectoriel, c'est un comité qui est fait en fonction de chaque ministère parce qu'ils connaissent vos besoins et ils savent ce qu'il faut faire. Il dit, il y a 99% de chances, si le problème est porté et que discussion est faite, vous allez obtenir ce que vous demandez. Il n'a pas dit vous pourriez, il dit vous allez obtenir ce que vous demandez.
s'il n'y a pas d'issue, c'est le comité consultatif du dialogue social qui se réunit pour analyser les problèmes qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre du comité sectoriel. Il dit maintenant, s'il advient, s'il s'avérait, si c'était que votre préoccupation n'a pas pu trouver de solution avec le comité sectoriel de votre ministère, du ministère de votre tutelle, alors il y a un autre cadre qui est là. Ça, c'est le comité consultatif du dialogue social. Eux là, eux, ils prennent le problème en main. Si eux aussi n'arrivent pas à régler le problème, c'est alors là que le Premier ministre est alors saisi. Mais est-ce que les grévistes vont dire qu'eux, ils ignoraient ces différentes étapes à suivre? Est-ce qu'ils n'ont pas signé ça en 2022 lorsqu'ils ont signé leur trêve et leur accord? Est-ce qu'ils ont respecté chacune de ces étapes? Rien n'a été respecté. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. Et c'est pourquoi le ministre Amadou Coulibaly répète, persiste et signe. C'est pourquoi cette grève a un caractère illégal. Maintenant, si on prend le temps d'expliquer tout ça aux Ivoiriens, pour faire comprendre que nous ne vivons pas dans la jungle, et quand on discute avec quelqu'un qui est aussi responsable que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par faiblesse qu'on a créé tous ces mécanismes pour satisfaire les fonctionnaires. Mais c'est parce que de la même manière que les fonctionnaires étaient respectés et des structures ont été ouvertes pour régler leurs problèmes, c'est comme ça aussi qu'il faut respecter sa propre parole. Et c'est comme ça aussi qu'il faut respecter ce sur quoi on s'est entendu. Si vous saviez que vous allez faire des grèves sauvages et que vous allez vous comporter n'importe comment, alors il ne fallait pas perdre le temps aux uns aux autres. Vous décidez d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez prime trimestrielle d'incitation. Ils disent vous partez en grève simplement pour dire que chaque 3 mois, on doit vous donner de l'argent pour vous encourager à travailler. Chaque 3 mois, on doit vous donner de l'argent. On dit mais on doit vous donner quel argent? Prime trimestrielle d'incitation. Ça veut dire on doit vous donner de l'argent cadeau pour vous encourager à travailler, comme si, quand vous travaillez là, on ne vous payait pas. Comme si vos conditions de travail ne sont pas améliorées. Comme si vos salaires n'ont pas été améliorés. Et donc, la question qu'on se pose est la suivante. Il y a quel effort que vous aviez fait, que la Côte d'Ivoire reconnaît, et qu'on se dise vraiment, il faut qu'on puisse vous donner une prime pour vous encourager à continuer le bon travail que vous faites. Et chaque 3 mois. On vous pose la question, c'est quoi vous avez fait de spectaculaire, d'exceptionnel, pour qu'on puisse voir ça dans le quotidien des Ivoiriens pour dire que vraiment les fonctionnaires de Côte d'Ivoire méritent cela. Et donc il va falloir que vous répondiez à cette question-là. Il ne suffit pas de se lever. Non, comme les gens des impôts là, ils gagnent prime là, c'est pour ça. Non, comparaison n'est pas raison. S'il y a des gens qui devraient avoir prime trimestrielle, c'est ceux qui donnent leur vie au front. C'est ceux qui protègent nos vies. Faisant le bilan de la grève, le porte-parole du gouvernement a noté que c'est seulement au niveau de l'éducation qu'elle a été observée. Il dit d'ailleurs, votre grève, c'est plus ou moins dans le secteur de l'éducation que ça a été observé. Il dit dans les écoles primaires à 80%, les enseignants étaient à leur poste. Quand on parle du secondaire, ça veut dire les collèges et les lycées. À 50%, les gens ont travaillé. Et à 50%, les gens n'ont pas travaillé. Dans le privé, il y a eu cours. Et les choses fonctionnent. Donc, le bilan n'a pas été à la hauteur des rendez-vous que vous espériez pour satisfaire vos patrons d'un petit moment. C'est-à-dire Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Le porte-parole du gouvernement a bel et bien affirmé ceci. Ceux qui ont fait la grève dans les établissements secondaires publics connaissent la loi. Ils savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des jours de travail non assurés.
vous ne pouvez pas être payé. On met une organisation syndicale en place et qu'on décide d'aller en grève, c'est qu'on a anticipé sur ces questions. En français simple, on a fait cela, on appelle ça de la méthodologie. Tu ne peux pas arriver à un résultat correct si tu ne suis pas la méthodologie. Donc, ce que je vous avais dit depuis le jour, un jour avant que vous ne commenciez votre grève, vous vous êtes dit, celui qui vous parle là, ça doit être un malade mental, il dit ce qu'il veut. Maintenant que vous avez fini, puisque vous n'avez pas respecté le cadre de dialogue, l'organisation syndicale, vos accords signés volontairement avec le gouvernement, ça veut dire que vous avez été incapable d'assumer votre responsabilité et vous êtes tombé dans l'illégalité. En ce moment, donc, voilà les conséquences. Quand je vous disais, vous pensiez que nous nous amusions, mais voilà les conséquences qu'on va vous dire de façon claire. 1. Ce n'est pas la première fois. Le gouvernement du président Ouattara semble ne pas beaucoup parler, mais agit beaucoup. 1. On rappelle à tous les grévistes que vos noms ont été pris. 2. Les jours que vous n'avez pas travaillé, vous ne serez pas payé. Si j'explique comme ça, j'espère qu'on se comprend. Et donc, les conséquences seront largement vues sur vos fiches de paye. Si on se parle clairement, et puis maintenant là, quand vous allez dire pourquoi vos salaires ont été ponctionnés, c'est le mot qu'on va utiliser. Aujourd'hui, c'est le 18. Donc, dans 12 jours, vous allez entendre qu'il y a eu ponctionnement des salaires. Et ne croyez pas que c'est un fait nouveau. On est habitué à ça. On a déjà fait ça. On est prêt à assumer les conséquences. Maintenant, quand vous allez venir là, on va vous dire, tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas, parce que nous ne sommes pas des irresponsables pour jeter de l'argent. Nous ne sommes pas des irresponsables à satisfaire des besoins qui sont liés à la politique. Ce qu'on va vous dire, ceux des organisateurs qui vous ont incité à la grève là, allez vers eux. L'argent qu'ils ont pris avec Tidiane Thiam là, l'argent qu'ils ont pris avec Gbagbo pour organiser cette grève là, ils n'ont qu'à aller. La partie manquante de vos salaires là, ils n'ont qu'à vous donner ça un à un. Les 3 jours que vous avez mis à flâner et à fanfaronner, ces 3 jours-là, on va couper ça propre. Maintenant, là, la partie qui va manquer dans ton salaire, là, il faut aller voir Tidiane Thiam. Vous avez déjà fait réunion, non? Il faut aller voir Gbagbo. Et puis, il y a des écoutes téléphoniques. Quand vous aviez préparé tout ça, là, il y a des écoutes téléphoniques. Si vous faites là, on va balancer ça en public. Mais on va attendre d'abord. Quand vous allez sortir avec vos gros vilains visages pour vous plaindre là, on va mettre ça dehors. Pour dire voilà ce que vous faites. Et voilà le mensonge dans lequel vous êtes. Et voilà le complot dans lequel vous êtes avec les opposants. Donc allez leur dire, les jours manqués là, qu'on a coupé sur vos salaires là, ils n'ont qu'à vous payer parce qu'ils ont pris l'argent avec les opposants. Je crois que c'est très clair. Vous voulez vous comporter de manière irresponsable, vous allez assumer les conséquences de votre irresponsabilité. Cela étant clair, on va évoluer. Et le gouvernement ne va pas céder. Parce que nous savons que c'est un jeu, c'est une porte ouverte au désordre. C'est la boîte de Pandore que vous voulez ouvrir. C'est un ballon d'essai. Et le gouvernement ne va pas céder. Parce que vous n'avez pas jugé l'opportunité du temps. Et vous n'avez pas respecté vous-même vos propres engagements. Et de 3, vous n'avez aucun sentiment de respect pour vous-même et pour les Ivoiriens. En ce qui concerne l'opportunité, ce n'est pas à une période aussi sensible que vous allez vous mettre en collision avec des politiciens pour mélanger vos demandes de corporation, vos demandes corporatrices, pour qu'on puisse vous satisfaire. Le chantage là, Alassane Ouattara là, si vous ne savez pas, on va vous dire, il n'a jamais eu des situations faciles. Ce n'est pas quelqu'un qu'on menace. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Alassane Ouattara là, il ne parle pas, ça c'est vrai. Mais si tu veux le connaître là, il faut le menacer. Comme vous avez menacé
On voit ça, c'est la méthode de Laurent Gbagbo. Il va vous montrer qui il est. Il ne va même pas vous parler. Mais ce que je vous dis là, Alassane Ouattara, là, sa maman s'appelle Nabintou Cissé. Son papa s'appelle Ouattara Draman. Leur enfant Alassane Ouattara, là, lui là, tu peux insulter sa maman, tu peux déterrer sa maman. Il ne va rien te faire. Mais il faut lui dire, voilà toi là, moi je te lance des fiches, comme ce que vous avez fait là. Vous allez voir. Au moment où vous étiez en train de gréver là, il dit, lui il a fini de construire, de rénover son ancien palais. Il était en train de se promener dedans. Il a pris les photos là, décontractées. Vous avez vu ici. Ça veut dire, tout ce qui se passe là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a des objectifs plus grands pour la Côte d'Ivoire que vos petites vilainies de petits militants des syndicats qui viennent mettre leur vie miséreuse, misérable, pour essayer de distraire la galerie. Et donc là, ce que vous voulez faire et qu'on n'a jamais vu là, c'est pas ça que vous avez fait là. C'est pas tout qui est là. Mais les conséquences vont suivre. Et on va venir s'asseoir ici pour raconter ça à tout le monde. Sujet numéro 2. Sécurité. Interdiction des associations estudiantines et scolaires confirmées. Donc, ce qui va nous intéresser le plus ici, on va vous parler de la sécurité. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que le Comité national de sécurité, moi j'appelle cela le Conseil militaire de haut niveau, parce que c'est là-bas qu'on discute des questions hautement sensibles, mais aussi hautement lourdes et prendre des décisions de façon concrète. C'est le CNS. Donc, le jeudi 17, c'est-à-dire hier, quand ils se sont réunis au palais d'Abidjan, là, ils se sont assis. Tout le monde était assis. Le président a demandé, il dit, oh, la sécurité là, on en est où? Le niveau de sécurité, ça est où? Ah, les sécurocrates ont sorti les données. Ils disent, aujourd'hui où on vous parle, le niveau de sécurité est à 1,2. Au mois de septembre, on est en octobre actuellement. Donc, il y a eu une baisse de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, là, la sécurité s'est améliorée. Les gens se sentent plus en confiance. Et ça a augmenté de 20%. C'est ce que ça veut dire. Le niveau de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 en septembre 2024. Ça, c'est d'abord un premier point. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais sentie aussi en sécurité que sous la dirigeance du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas des éloges que nous lui faisons, c'est simplement des choses que les Ivoiriens vivent. Quand tu te lèves aujourd'hui, est-ce que ton cœur se coupe? Est-ce que tu as peur? Comme à l'époque de Gbagbo, où tu sais que tu peux sortir mais ne jamais revenir. C'est par tout ça qu'on peut mesurer le niveau de sécurité d'un pays. Dans le communiqué publié à l'issue de sa réunion, le CNS note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, il y a eu une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité de nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. Mais qu'est-ce qui fait que vous venez dire aux gens que le niveau de sécurité là, que ça s'est beaucoup amélioré? C'est simple. Aujourd'hui, quand on s'entraîne avec les plus grandes puissances, aujourd'hui, quand notre expertise militaire est reconnue, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous sommes parmi les 10 armées les plus puissantes de l'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 armées les plus puissantes d'Afrique. Nous sommes la 2e armée de la CEDEAO. Nous sommes la 98e armée la plus puissante au monde. Ça peut paraître bizarre et les gens se disent, mais toi, tu dois être un malade. Parce que tout ce que tu dis là, bon, mais ce que j'ai dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ceux qui vendent les armes à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui jugent notre capacité et qui le disent. Tu t'en vas sur le classement Global Firepower 2024. Ça veut dire puissance de feu globale 2024. Tu verras les informations là-bas. Ce n'est pas des choses que j'invente. Quand même si
je n'ai pas de dignité, mais je n'ai pas du temps à perdre pour venir mentir parce que l'émission ici, c'est le monde entier qui m'écoute. Et demain, si les gens prennent et puis ils vérifient et voient que je mens, je fais comment? Quand même, je dois avoir un peu de dignité, même pas pour moi-même, mais au moins pour ceux qui ont confiance en moi et pour ma petite famille. Et donc, ce que nous vous disons là, nous ne sommes pas dans l'amusement. Ils disent encore, est-ce que tu n'as pas vu le Ghana même venir dire qu'eux veulent faire des entraînements avec nous? Parce que nous, on s'entraînait avec les plus grandes armées du monde. Le Ghana même dit, nous, on veut que vous veniez encore nous entraîner. Et en plus de cela, on veut bénéficier de votre technologie militaire. Ça veut dire quoi? Nous sommes à un niveau que les gens ne peuvent pas soupçonner. Je dis bien que les gens ne peuvent pas soupçonner. Je répète, que les gens ne peuvent pas soupçonner. Ces opérations de sécurisation ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, ainsi que la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelters et des générateurs électriques. Ils disent aussi en ce qui concerne le grand banditisme, comme la vente de drogue, comme aussi l'orpaillage illégal, clandestin. Aujourd'hui, les résultats sont là, sur le terrain, et chacun aujourd'hui peut s'en inspirer pour savoir s'il y a eu des changements positifs ou pas. Elles ont également permis l'interpellation de 600 individus impliqués dans des actes délitueux tels que la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité, le non-respect du code de la route. Et donc, ça a permis d'arrêter plus de 600 personnes. Il y avait des vendeurs de drogue, il y avait des fumeurs de drogue, il y avait des cybercriminels, il y avait aussi des gens qui se comportaient mal sur la route. En tout cas, si tu es bandit, tu comprendras que tu es arrivé au mauvais endroit et tu paieras les conséquences de tes actes. Le Conseil national de sécurité s'est par ailleurs félicité de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation, qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Sur nos routes, si on prend la période bien comprise entre juin et septembre, les accidents ont baissé de 31%. Ça veut dire quoi? Il y a eu moins de blessés, il y a eu moins de morts sur nos routes et le gouvernement tient compte de tout ça. Le nombre d'accidents, quel que soit le type, est passé de 1833 à 1804. Et ça, c'est très important. Ce sont des vies qui ont été sauvées. Ce sont des personnes qui ont été préservées des méfaits de la route, c'est-à-dire la mort et autres. Et ça, c'est un bon point qu'il faut signaler aux Ivoiriens et encourager les Ivoiriens à avoir de bonnes pratiques sur les routes. Au titre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu universitaire, le Conseil a apprécié les résultats probants des enquêtes. Aussi a-t-il décidé de maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales et étudiantes, aussi que scolaires, sur l'ensemble du territoire national et dans la même veine de procéder à l'arrestation dans le milieu estudiantin et ce dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans le meurtre de 2 étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Il a été également décidé de poursuivre avec rigueur l'assainissement des campus universitaires dans l'optique d'y éliminer toutes les pratiques illégales. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est français. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'ils disent à nous, on connaît déjà. Ils disent, quand ils sont partis là-bas, là, tout ce qui s'est passé à l'université, là, Général Yoruba, c'était ça son dernier nom avant qu'il ne puisse trépasser. Le sorcier, c'était ça son nouveau code. Et avec tous ceux qui ont été massacrés ou torturés, ils ont fait le bilan. Et le gouvernement s'est dit satisfait. Et le gouvernement a dit les décisions qui ont été prises ont été bonnes. Et le gouvernement a dit de continuer. Pourquoi continuer? Il faut continuer pour restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Le Conseil national de sécurité a également décidé de maintenir une présence policière sur les campus à risque. Et non seulement ils vont continuer, mais les campus où on sait qu'il peut y avoir de la violence, on va continuer à mettre des policiers là-bas pour surveiller et pour que les choses se fassent bien, que ceux qui veulent étudier, étudient, que ceux qui ne veulent pas étudier puissent être directement confrontés aux rigueurs de la loi. Pour rappel,
Ces mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants par des individus identifiés comme étant éléments de la FESI. Le président de la République révèle le communiqué tout en déplorant ces actes inacceptables, présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles des victimes. Le président joue son rôle en présentant toute son indignation et aussi présente sa compassion et son humanisme à l'égard des familles des victimes. Lorsqu'ils ont fini tout ça, le président a appelé Adama Diawara, le ministre de l'enseignement supérieur. Il dit, oh, toi-même là-haut, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est là maintenant, Adama Diawara est venu, il dit, j'en pense que, je suis en train de plaisanter, j'en pense que, je vais proposer. On dit, tu en penses quoi? Il dit, j'en pense que je vais proposer diverses mesures. On dit, tu vas proposer quelles mesures? Il dit, la réhabilitation par étapes des anciennes universités, grandes écoles publiques et universités. Donc, tous les endroits qui avaient été dégradés, ils vont être réhabilités. Ça, c'est la première mesure. Maintenant, les chambres, on ne va pas les donner à n'importe qui. Il y a des nouvelles mesures qui seront prises pour pouvoir mettre ceux qui méritent d'être dedans. On va regarder d'abord vos performances académiques. Ça veut dire, on va regarder vos notes. On va regarder ton âge. Si tu as 49 ans, Et puis on va voir aussi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui méritent les chambres? Toi, tu es quitté peut-être au village, tu n'as personne à Abidjan. Tu es plus vulnérable que quelqu'un qui a sa famille à Abidjan. On va aussi étudier ça. Mais monsieur le président, c'est devant vous, ils ont dit ça. Mais il y a toujours corruption dedans là-bas. Tous ceux qui sont au crew là, ils sont corrompus. Ils vont reprendre les mêmes mesures de corruption. Ça là, il faut que vous vérifiez très bien. Et la meilleure manière de vérifier, c'est d'échanger tous ceux qui sont à la tête des crews pour essayer de les inquiéter. Sinon, s'ils restent, ils vont faire les mêmes choses. Les mesures qu'on entend, c'est très joli. Mais dans leur application, ça ne sera pas réalisé comme ils le disent. Après cela, on dit tu as fini. Il dit non. Il dit je veux la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Les gens disent quoi? Il dit oui, je veux qu'on n'a qu'à supprimer toutes les associations. On n'a qu'à supprimer CSI, on n'a qu'à supprimer AGC, on n'a qu'à supprimer la FESI. Et le Conseil a entériné ces propositions. Ça veut dire quoi? Le Conseil national de sécurité, le président de la République a dit oui, je suis d'accord, je valide tout ce que tu as dit. Donc en français simple, la FESI là, c'est fini pour la FESI. La FESI n'existe plus en Côte d'Ivoire. La FESI a été supprimée depuis hier, 17 août 2024. Il n'y a plus ceci. Ça a été supprimé le 17 octobre 2024. La FESI a été supprimée, dissolue. Ça veut dire fini complètement, cadavre enterré le 17 octobre 2024. L'AGC, supprimé, dissolu, fini le 17 octobre 2024. Le terme entériné, ça veut dire ratifié, ça veut dire validé, ça veut dire accepté. Qu'est-ce qui a été accepté? La proposition qui a été faite, dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Il n'y a plus de FESI. FESI là, sa maman, son papa, leur enterrement là, tout a été fait hier. C'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui peut dire je suis membre de la FESI. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Comme disent les Djoula, c'est fini. Et c'est ce que nous attendions du gouvernement d'Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous avions dit. Si la FESI n'était pas dissolue, ça veut dire que c'est Alassane Ouattara qui était le papa microbe. Alassane Ouattara vient de tuer Laurent Gbagbo. Vient de tuer l'enfant maudit de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient de s'inscrire dans l'histoire comme celui qui a mis fin à la nébuleuse mortifère, macabre
du FPI, PPACI, MGC, COGEP, GPS, qui se faisait appeler Mouvement d'association d'étudiants. Et ça, là, l'histoire de l'humanité retiendra que Alassane Ouattara, le 17 octobre 2024, a mis fin à un mouvement reconnu comme terroriste en Côte d'Ivoire. Il a été le seul qui a pu mettre, et donc officiellement, il n'y a plus de mouvement terroriste en Côte d'Ivoire. À cet égard, le président de la République a instruit le premier ministre Begré Mambé à l'effet de prendre des dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Et qu'est-ce que le président a dit? Il dit, Begré Mambé, j'accepte, je valide la dissolution de tous ces mouvements-là. Maintenant, là, toi, mon premier ministre, là, je te connais, il faut tout mettre en œuvre pour que ça soit fait vite, 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 vite. Donc là, Dieu merci, c'est une très bonne décision. C'est ce que nous avons toujours demandé, nous l'avons obtenu et nous sommes très fiers de notre chef de l'État. Nous sommes contents du guide, nous sommes contents du commandant, nous sommes contents du patron, nous sommes contents. L'Ovier, voilà, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Donc est-ce que c'est à moi encore de te parler? Nous on est prêts. Il n'y a pas l'homme. Et aujourd'hui là, ce sont les parents d'élèves, d'étudiants qui sont les plus heureux. Nous n'avons pas dit que le monde sera parfait, mais au moins là, on a posé un acte qui prouve à tous les Ivoiriens que vous écoutez les Ivoiriens. Parce que 99% des Ivoiriens n'aimaient pas la FESI. 99% des Ivoiriens ont eu des difficultés avec la FESI. Et la FESI était devenue un cancer. Et c'est vous que l'histoire retiendra, le fils de Adjana Bintou Cissé et de notre grand-père Ouattara Draman, d'avoir mis fin à une nébuleuse qui ne faisait que s'aimer la mort et la désolation. Et Monsieur le Président, merci à vous. Merci d'écouter les Ivoiriens que nous sommes. Au terme de la réunion, indique le communiqué, le chef de l'État, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Et donc, à la fin de la réunion, il a dit vraiment, lui, il est content. Parce que notre pays est en sécurité et vraiment tous ceux qui animent l'aspect sécuritaire, il les félicite, il leur dit de continuer. Il demande aussi aux Ivoiriens de ne pas tomber dans la violence, de privilégier vos vies. Il dit, ne laissez pas un politicien, même lui-même Alassane Ouattara, vous encourager à venir vous donner votre vie aux politiciens. Il dit, continuez à sécuriser vos vies avec le travail. Continuez à sécuriser vos vies avec le développement et le travail qui est fait et que nous devrons faire ensemble. Et pour finir, le président Ouattara les a exhortés à nouveau à préserver dans leurs efforts pour bien, à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et le président leur a dit de continuer leur travail. C'est au bout de l'effort qu'on voit les résultats, de ne pas regarder quelqu'un, de ne pas écouter quelqu'un. Ils n'ont qu'à continuer leur travail parce que la Côte d'Ivoire les voit, le monde entier les voit, mais il faut que tout le monde soit en sécurité et c'est ça un président responsable. Quand on a fini, on tombe dans le troisième sujet. L'affabulateur et ses réseaux de propagande et de désinformation. La résilience cynique d'une tradition d'imposture politique. Quand vous regardez l'interview fallacieux, l'interview de l'ex-brouffeur Laurent Gbagbo, est-ce que c'est à moi de vous dire que c'est quelque chose qui a été préparé pour désinformer les gens? En fait, Afo TV, la télévision d'Alain Foku, elle fait partie des réseaux de propagande et de désinformation. C'est fait exprès. C'est la première chose qu'on retient. Et donc, quand l'affabulateur Laurent Gbagbo vient s'arrêter pour raconter ce que lui-même il est, mais on sait que tu es déjà un imposteur. On sait que tu es un incapable, un vaurien. On sait que tu parles, mais que ta parole là, c'est comme caca de chien. Donc, ça n'intéresse personne. Sauf ceux qui veulent se faire tromper eux-mêmes. Naturellement, M. Laurent Gbagbo dit tout, entre guillemets, à partir de son point de vue, de son caractère et de ses lubies de dictateurs frustrés électoralement et conduits par le peuple. Donc, un Laurent Gbagbo qui dit que lui, il a tout dit. Mais il a tout dit par rapport à quoi? Par rapport à lui, sa manière de voir la vie. Parce que quand on parle de point de vue,
Ça veut dire, on ne regarde que dans un seul champ. Or, comme toi seul, ta manière de voir la vie ne fait pas l'unanimité. Donc là, tu as dit quoi qui peut intéresser ceux qui voient dans d'autres directions, à ceux qui ont d'autres points de vue. En réalité, on comprend que c'est le caractère d'un vieux dictateur qui est dans ses folies et qui est frustré parce que l'électorat, ceux qui peuvent aller voter en Côte d'Ivoire, lui, Laurent Gbagbo, ne peut même pas voter. Et donc, il est frustré quand ceux qui peuvent voter en Côte d'Ivoire l'ont sanctionné pour dire que Laurent Gbagbo, tu es un vaurien certifié Pro-Max et que le peuple n'a plus besoin de toi. C'est ça qui fait très mal à Laurent Gbagbo. Enfermé dans le monde obsidional qui est le sien, cet homme ne continue-t-il pas d'affabuler, de tenter de réécrire l'histoire et de trafiquer le réel dans une vaine résistance au changement historique en son pays? Le père Assis Diat pose la question de savoir, quand tu t'enfermes dans ton propre monde de la folie comme un fou furieux et que tu continues de fantasmer sur tes propres folies comme un lunatique, comme quelqu'un qui n'a plus ses esprits en place et que tu veux réécrire l'histoire à travers le mensonge, tu veux nier le poids du réel, tu veux essayer d'effacer la réalité que tout le monde voit et que tu refuses de comprendre que les temps ont changé en Côte d'Ivoire et que ce n'est plus le temps du bavardage, c'est plus le temps de la paresse et ce n'est plus le temps de l'irresponsabilité. Mais est-ce que quelqu'un peut se battre contre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se battre contre la réalité? Est-ce que quelqu'un peut se battre contre ce que tout le monde voit? Il faut être un fou, un malade mental, un aliéné de la pire espèce pour se mettre dans un tel cheminement. Interrogeons point par point ces impostures. Il dit, mais pour bien faire comprendre ça à tout le monde, on va aller étape par étape. Les impostures, les mensonges de Laurent Gbagbo, là, on va prendre un à un et puis on va se poser des questions. Première question. Que de socialistes et de républicanisme égalitariste de gauche, la gouvernance de cet homme qui fut notoirement une gouvernance ségrégationniste d'extrême droite identitaire par ses thématiques et par ses discours et ses actions. Idiot, c'est quoi on appelle un socialiste? J'ai déjà défini tout ça. C'est quoi si on appelle un républicain qui cherche l'égalité entre les citoyens et tous ceux qui ont une vision de la politique qui est dirigée vers l'homme pour que tout le monde soit égal, pour que toutes les personnes humaines soient égales dans la société. Il dit, quand tu prends la gestion de Laurent Gbagbo, là, quand il a dirigé du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, là-haut, il y a eu quoi? Il y a eu quelle action sociale qu'il a posée? Il y a quel acte républicain qu'il a posé pour mettre les Ivoiriens au même niveau? Alors que c'est ce qu'il dit être son identité politique. Mais au contraire, ce qu'on a vu, il a basé sa gouvernance sur une division villageoise des Ivoiriens, sur la distinction identitaire et ethnique des Ivoiriens, sur la xénophobie, la haine qui étaient les thématiques. C'est sur ces discours et surtout, il a milicisé des jeunes, donné des armes aux jeunes pour tuer une partie des Ivoiriens et des citoyens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Et il tenait des discours de l'extrême droite, lui qui s'est dit être socialiste et républicain. En réalité, quand un homme se donne une fausse étiquette, mais que les actes et les paroles qu'il dit ou bien qu'il fait sont en contradiction flagrante avec la réalité, est-ce que ça c'est un homme sérieux? Ça c'est la première question et c'est la première imposture. Deuxième imposture, que de patriotique, sa gouvernance fondée sur la redéfinition ethnique de la nationalité, sur la récusation de la citoyenneté, sur la priorisation de la fidélité aux coutumes et aux chefferies ethniques au détriment de la fidélité de l'État et du droit positif. Il dit bon, la deuxième question qu'on se pose, là où Laurent Gbagbo montre qu'il est un affabulateur et un imposteur de la pire espèce, il dit, un patriote là, c'est quelqu'un qui aime son pays. Mais quand tu aimes ton pays là, d'abord la définition même de la nationalité c'est quoi? C'est tous ceux qui naissent et à qui le droit positif, ça veut dire le droit de la Constitution leur donne des droits là. Quand toi tu viens leur arracher ce droit,
comme de la manière tu as effacé les votes de cette région électorale, comme de la manière, toi et tes partisans, vous avez refusé la citoyenneté aux gens du Nord, comme de la manière vous avez fait la priorité à votre coutume, à votre tradition, comme si la Côte d'Ivoire, les 60 ethnies qui étaient là-bas, vous avez voulu diriger la Côte d'Ivoire comme une tribu bêtée, parce qu'il faut dire les choses clairement. C'était ça ta définition de la nationalité. La Côte d'Ivoire devrait être bétéisée. La Côte d'Ivoire devrait être dirigée comme une tribu bêtée. Et comme ça, là, si tu n'es pas bêté, c'est que tu n'es pas vrai Ivoirien. Il dit ça, là. Est-ce que c'est ça, dire qu'on est patriote, qu'on aime son pays? Ça, c'est une trahison vis-à-vis même de l'État dans sa définition la plus honnête et du droit des uns et des autres. Parce que le droit positif, c'est le droit aussi que la nature même t'impose aussi, pour aller au-delà même du droit humain. Tu es né Djoula, tu es Djoula. Tu es né Guéré, tu es Guéré. Tu es né Abé, tu es Abé. Ça, toi-même, tu ne peux pas changer. Mais si on vient te dire, comme c'est les bêtés qui gouvernent là, si tu ne te comportes pas comme les bêtés, c'est que tu n'es pas ivoirien. On dit, donc si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu n'es pas patriote. Vous voyez comment cette redéfinition qui vient se baser sur l'ethnie pour définir la nationalité des gens et leur nier leur citoyenneté, ça a été une esbrouffe de Laurent Gbagbo. Et c'est cet homme-là qui veut aujourd'hui se faire passer pour quelqu'un de sérieux alors que c'est un imposteur. Cul de révolutionnaire, cette gouvernance d'extrême droite identitaire qui fut notoirement conservatrice et même régressiste, fondée sur la promotion du village contre la citadinité et la mixité des appartenances contre l'hétérogénéité du peuple. Il dit, Laurent Gbagbo dit aux gens, dans ses affabulations et dans ses mensonges, que lui, il est un révolutionnaire. Mais un révolutionnaire dans quel sens? Oui, il a été révolutionnaire parce qu'il est venu à travers la manipulation des identités. Laurent Gbagbo a fait une révolution pour aller en arrière. Il a été un régressiste. Au lieu de nous faire avancer, pour dire que les Ivoiriens sont mélangés, Bété Marie Djoula, Djoula Marie Dida, etc., etc., Senfo Marie Atié, etc. Les gens sont tellement mélangés. Au lieu de faire une révolution pour nous faire évoluer, pour dire aujourd'hui, là, l'identité ivoirienne, au-delà de nos villages, c'est ce qu'on retrouve dans nos villes, où tu retrouves, tout le monde est mélangé, tout le monde est marié, on fait tout ensemble. Et le peuple est diversifié. Lui, il est venu, il a fait une promotion du village. Ah, quel est ton village? Est-ce qu'on connaît ton papa, ta maman? Alors que nos réalités du monde ont dépassé ça. Ce sont des conceptions de l'extrême droite, ce sont des conceptions identitaires et racistes. Et ça, c'est comme s'ils nous tiraient pour aller vers le bas. Est-ce que ça, là, on peut dire c'est un révolutionnaire? Non, c'est un régressionniste. C'est quelqu'un qui va en arrière. Cul de panafricaniste. Cette gouvernance qui fut notoirement xénophobe, qui stigmatisa les étrangers, considéra comme envahisseurs indésirables en Côte d'Ivoire les ressortissants africains, les Sénégalais, les Camerounais, les Béninois, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés et j'en passe. Cul de panafricaniste, cette gouvernance xénophobe qui accusa ces derniers d'être des suppôts des rebelles entre guillemets, c'est-à-dire des ressortissants ivoiriens du Nord, que ce régime considéra comme des étrangers envahisseurs de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se prétendrait panafricaniste. Et pour tromper les idiots, et pour tromper surtout ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que le président sénégalais d'alors ne disait pas que être à Paris et être traqué par la police française était encore plus intéressant que d'être sénégalais à Abidjan? Allez dans les ambassades du Cameroun, du Bénin, du Mali, du Burkina et j'en passe, demandez-leur qui est ce dirigeant-là qui a laissé une liste de personnes qui ont été massacrées méthodiquement. Ils vous diront Laurent Gbagbo. Ils vous donneront les noms. Est-ce que ce monsieur-là peut être un panafricaniste? Ce monsieur-là qui a mélangé volontairement les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire avec les rebelles des gens qui ont pris des armes. Tous les enfants du nord n'ont pas pris des armes. Touré Moussa qui était avec vous n'a pas pris les armes. Konaté Navigué n'a pas pris les armes. Kone Katina n'a pas pris les armes. Et bien d'autres, on peut citer. Tous ceux qui sont fils et filles du Nord ne sont pas forcément ceux qui ont soutenu la rébellion.
Mais pourquoi pendant ton régime, tu as stigmatisé les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire? Tu les as assimilés à des rebelles, tu les as assimilés à des étrangers envahisseurs et tu les as soumis à la mort. Tu as tué leurs enfants sur les routes, tu as tué leurs enfants avec les escadrons de la mort. Ça, c'est de la fraude sur l'étiquette. Quand tu te fais voir aujourd'hui comme un panafricaniste, c'est un gros mensonge. Cul d'anticolonialistes et de souverainistes, la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, qui se caractérisa par la propension à aliéner l'économie ivoirienne au réseau affairiste du capitalisme international. C'est Laurent Gbagbo qui brada le port d'Abidjan au groupe Bolloré, entre autres, à travers la cession tout aussi scandaleuse, au gré de ses intérêts particuliers politiques, c'est-à-dire de son désir autocratique de conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Laurent Gbagbo dit que lui, il est un anticolonialiste. Très bien. Ça veut dire qu'il n'aime pas les colons. Mais quand tu donnes 3 milliards à Chirac, Chirac est-il un colonialiste ou un souverainiste africain? Quand tu prends l'avion de la Côte d'Ivoire pour aller soi-disant demander à libérer des gens, l'affaire Julia, ce que tu allais libérer là, ce n'est pas eux qui sont en train de faire la promotion du colonialisme. Bernard Oudin qui te défend là, est-ce que Bernard Oudin n'est pas un impérialiste? Roger Bourgi qui te défend, est-ce que ce n'est pas un impérialiste? Est-ce que ce ne sont pas des affairistes? Est-ce que Roger Bourgi, dans son livre qu'il a écrit là, est-ce qu'il ne l'a pas clairement dit que c'est parce que Alassane Ouattara ne l'a pas reçu et que lui pensait que son soutien Alassane Ouattara lui aurait ouvert les portes du palais et que c'est pourquoi il est en train de combattre Alassane Ouattara aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas écrit ça dans son livre? Ils savent que je sais tout. Mais toi, Laurent Gbagbo, contre l'avis du peuple de la Côte d'Ivoire, tu as bradé le port d'Abidjan. Tu as utilisé les avions de la Côte d'Ivoire. Et tu as fait des gré à gré. Et selon toi-même et ton ancien ministre de l'économie, Mamadou Koulibaly, vous avez tout donné aux impérialistes pour que vous puissiez conserver illégalement le pouvoir contre l'avis du peuple. Et donc vous avez travaillé avec les colonialistes, les impérialistes, contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, contre l'avis du peuple. En 2005, tu as refusé d'aller à des élections et tu as voulu faire plaisir aux impérialistes pour rester au pouvoir. Et n'oublions pas que c'est cette même armée impérialiste qui t'a protégé de la rébellion. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux venir dire quelque chose aux Ivoiriens pour les convaincre? Cul de démocratique, la gouvernance de Laurent Gbagbo, qui fut notoirement celle d'une dictature fondée sur l'arbitraire du pouvoir, sur la répression sanglante des contestations et des oppositions, sur la récusation de l'élection et sur le refus des résultats des urnes qui conduisit à la crise post-électorale et à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Toi, Laurent Gbagbo, tu peux dire à quelqu'un que toi, tu es un démocrate? Toi, Laurent Gbagbo, tu peux dire à quelqu'un que toi, tu es quelqu'un de sérieux? Quelqu'un qui perd des élections, qui refuse, et on lui dit, ça va conduire à la mort des Ivoiriens. Tu dis oui, tant que ce n'est pas moi, Laurent Gbagbo, je meurs là. Je m'en fous, les gens peuvent mourir. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Moi, Laurent Gbagbo, là, je ne quitte pas le pouvoir. Même si j'ai perdu les élections. Toi, Laurent Gbagbo, quand des gens se sont levés pour demander leurs droits, tu les as réprimés de façon sanglante durant tout ton régime. De façon volontaire, sans pression, pour ne pas que les gens puissent s'exprimer. Pour éviter toute contestation, tu as créé les escadrons de la mort. Tu as tué notre père Émile Téé. Tu as tué notre père Dakouri, le docteur. Tu as tué notre père Kamara Yerefe H. Et j'en passe. Et beaucoup d'anonymes. C'est ça que tu appelles la démocratie? Vraiment, tu es un démocrate. Tu es un démocrate et non un démocrate. Et ça, il faudrait qu'on puisse le dire aux Ivoiriens, parce que ce que tu veux cacher là, tu ne pourras pas le cacher tant que nous sommes vivants. On le dira aux uns et aux autres. Ces impostures écarlates et évidentes
qui sont les marques distinctives du populisme, prospèrent toujours sur le terreau de la vacance du débat public et de l'argumentation réflexive dans un pays. Mais si tu vois que Laurent Gbagbo parle comme ça aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a un défaut d'intellectuel. Et c'est parce que Laurent Gbagbo, il trouve ce terreau fertile-là. Il n'y a pas de débat où on fait sortir la vraie réalité pour dire la vérité aux Ivoiriens, pour montrer comment la Côte d'Ivoire était sous son régime, pour montrer ce que c'est que gérer un pays correctement. C'est ce qui fait que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, veut manipuler la population, veut utiliser la tromperie, la flargonnerie, le mensonge qu'on appelle ici le populisme, pour essayer de tromper les gens, comme si lui n'avait jamais rien fait, comme si c'est le monde qui était contre lui. Mais tu ne seras pas la victime de tes propres turpitudes. Tu ne vas pas te moquer une deuxième fois de tes victimes, Laurent Gbagbo. Tant que nous autres, nous serons vivants, on va montrer ton vrai visage. Et toi et tes militants, vous n'aurez que vos queues entre vos jambes pour écouter la réalité qui va vous fouetter en pleine journée. Au lieu de mobiliser ces réseaux propagandistes dans une logique victimaire pour continuer à revendiquer le pouvoir dans l'impudeur en Côte d'Ivoire en 2025, en dépit de son discrédit politique et de son illégitimité, Laurent Gbagbo ne devrait-il pas avoir la sagesse de se retirer de la vie publique ivoirienne pour payer sa dette envers le peuple ivoirien qu'il trompa et divisa intérieurement durant sa sanglante décennie d'imposture politique aux conséquences meurtrières. Ce qui est mieux pour Laurent Gbagbo là, au lieu d'aller inviter les journalistes perdus comme Alain Faucu, de mobiliser ses réseaux comme celui de Roger Bourgui, de Bernard Houdin. Mais si tu es un vrai panafricaniste là, ce ne sont pas des faux jetons comme ça qui vont t'amener au pouvoir. Ce n'est pas en manipulant les gens. On n'est plus en 90. On n'est plus en 2000 où tu avais le pouvoir. Aujourd'hui là, tu n'es plus rien, Laurent Gbagbo. Tu n'es plus rien. Ton modèle de manipulation, ça ne passe plus. Nous sommes au temps de l'Internet. Tout le monde peut parler aujourd'hui. Et tout le monde aujourd'hui peut choisir sa propre vision du monde. Et nous allons te rendre la chose plus qu'impossible. Nous allons t'obliger à prendre ta démission. Comme tu ne veux pas être sage, tu ne veux pas te retirer pour essayer de reconnaître le mal que tu as fait à la Côte d'Ivoire. Tu as trompé tes propres partisans, tu as trompé les Ivoiriens. Tu les as tués, que ce soit tes ennemis ou même tes partisans. Et tu as dit à tes propres partisans que tu as fait massacrer, que ce n'est pas pour toi qu'ils sont morts. Alassane Ouattara ne peut pas le dire. Alassane Ouattara est conscient que les militants RDR qui sont tombés pour lui. Et c'est pourquoi, par dignité, il fait avancer la Côte d'Ivoire chaque jour. Mais toi, tu as été un nul, un vaurien, un exécrable individu. Et encore, malgré toutes ces lacunes, tu manques de sagesse et tu veux aujourd'hui te présenter comme quelqu'un qui peut dire quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es qu'un meurtrier de la pire espèce. Tu es un esthéticien du mal, Laurent Gbagbo. Tu es un imposteur politique qui ne maîtrise même pas son idéologie politique et qui veut mentir aux gens. Mais ça ne va pas prospérer. Comme disait quelqu'un, tu es simplement un fruit pourri qui mérite d'être à la poubelle. Méritant à la CPI le sort de Charles Taylor, l'ex-tyran sanguinaire libérien, du dictateur serbe Slobodan Milosevic, ou celui plus expéditif de Samuel Doe, de Nicolas Ceausescu ou de Benito Mussolini, dans les rues, par la furie populaire, l'autocrate ivoirien Laurent Gbagbo, qui dut son salut judiciaire à la CPI, a un vice de forme dans la rédaction de l'acte d'accusation et à l'expertise complotiste des réseaux affairistes et idéologiques dont il était le client, qui le soutinrent dans une logique de complicité. Ne devrait-il pas avoir l'humilité et la prudence de se faire oublier? Signé Alexis Diet. Laurent Gbagbo, normalement là, si la CPI avait bien monté ton dossier, si la CPI avait pris les vrais témoins contre toi, Laurent Gbagbo, normalement, si tu n'avais pas menti à la CPI pour dire que tu es indigent, si tu avais été un vrai garçon, que tu n'avais pas été un woubi, que tu t'étais assumé là, ce qui allait t'arriver là, tu allais prendre la perpète comme Charles Taylor. Tu allais prendre la perpète comme Charles Taylor. Tu allais prendre la perpète
Et même tu serais capable de te suicider comme Slobodan Milosevic. Mais si tu étais un peu plus digne, tu aurais assumé tes responsabilités. Mais Laurent Gbagbo, on peut échapper une fois à l'histoire. Mais sache que des comme toi, comme Samuel Doe, tu te souviendras comment ce dernier a fini. Ceausescu et sa femme, tu sais comment ils ont fini en 1988. Benito Mussolini, tu sais comment il a fini sous le poids populaire. Mais en 2025, là, ce que Ceausescu a eu là, on va se lever, nous le peuple là, et puis on va t'exécuter. Laurent Gbagbo, on va te massacrer, nous. Les gens tournent à côté. Moi, je te dis, ça cache. Le sort que Samuel Doe a eu, Nicolas Ceausescu, Benito Mussolini, on va se lever là, tu as lancé grève, lancement chez toi, on te tire là, et puis on te fracasse en deux. Et puis on va filmer, puis on va mettre ça sur Internet. Là, quand c'est comme ça, comme tu joues les impolis, parce qu'à ton âge, tu te comportes comme un impoli. Tu ne respectes pas la souffrance des Ivoiriens. Tu n'as pas honte de toutes les vilaines choses que tu as eu à faire. Et tu penses qu'on te regarde et les gens t'encouragent dedans. Mais tous ceux qui t'encouragent là, on va vous taguer, on va vous tuer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et cette fois-ci là, nous prendrons toutes les dispositions. Alassane Ouattara là, s'il veut, n'a qu'à dire à son ami, n'a qu'à tirer sur nous. Mais on va vous dire. Ce que le gars vous a dit là, Laurent Gbagbo, on va couper ta tête. Et puis on va jouer ballon avec ça pour la maman. Là, quand c'est comme ça, là, sauvagerie et violence que vous avez dans vos corps, là, quand on va se mettre dedans pour vous montrer qu'il n'y a pas une école, là, et qu'on est plus professionnalisé que vous, c'est là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, là, les temps ont changé. Mais on va vous enseigner ça avec une violence que vous n'avez jamais imaginée. Si on a été patient, c'est par respect pour le président Ouattara. Mais si tu es garçon, là, il faut ramener tous nos parents que tu as tués. Sinon, nous sommes en droit de demander vengeance. Et surtout que tu te montres impoli, arrogant. Nous te disons que nous t'attendons au tournant. Tu auras le même sort que Samuel Doe. Tu auras le même sort que Nicolas Ceausescu. Tu auras le même sort que Benito Mussolini. Parce que quand tu te comportes en dictateur impoli, invétéré, il faut savoir qu'il y a la sanction du peuple. Et cette sanction-là, tu vas la vivre durement dans ton corps et dans ton esprit. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va s'arrêter là. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous. On va vous laisser rapidement entre 5 et 3 minutes pour pouvoir vous exprimer. Et donc, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous. Il nous reste moins de 20 minutes. On va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Ceux qui veulent la parole, signalez-vous rapidement. Et la meilleure manière, c'est de le faire par écrit pour dire que vous souhaiteriez prendre la parole. On n'a vraiment pas le temps. On ne va même pas laisser un temps pour dire qu'il faut appeler d'ici telle période. Ceux qui pourront appeler, faites-le. On va vous prendre rapidement. Et ne durez pas. Allez à l'essentiel. 2-3 minutes, vous laissez la parole. Ceux qui veulent la parole, ne laissez pas le téléphone sonner 10 fois avant de prendre. On est très pris par le temps. Si vous ne répondez pas, ça sonne 2-3 fois. Moi, je vais couper. Et puis, je vais passer à la personne. S'il vous plaît. Je vais passer à la personne suivante. Oui, allô? Oui, nous vous laissons la parole. Oui, allô, bonsoir à toute la classe. Nous n'arrivons pas à vous entendre. Vous êtes loin de votre appareil. Vous avez un écouteur. Nous serons obligés de couper. Je ne suis pas du tout loin du téléphone. Attends. Alors? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, vous pouvez parler. Oui. Bon, je salue toute la classe comme à cause de la réduction du temps. Moi, aujourd'hui, bon, je ne vais pas trop communiquer sur les différents thèmes. Mais moi, j'appelle spécialement pour quand même mobiliser tous les militants du EPV et les militants du président de la République qui sont en France pour leur dire que la révision de la liste électorale, elle commence aujourd'hui, vendredi. Et que tout un chacun n'a qu'à s'intéresser à cette révision. Après tout, celui qui aime bien le président devrait tout faire pour aller quand même s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est cette truc que je voulais lancer à tout le monde pour mobiliser tout le monde, à commencer par M. Koulibaly, pour arriver par ma maman Blanc, pour lui dire que son fils sera déjà le premier le dimanche pour aller s'inscrire sur la liste.
Je souhaite une bonne émission à tout le monde et bonne soirée. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci de cette efficacité. Et nous espérons que les uns et les autres vont aller s'inscrire parce que la meilleure arme pour combattre la dictature, c'est de se faire inscrire sur les listes, aller voter tranquillement et surtout dites aux gens du RHDP, RDR de montrer à leurs militants comment voter et bien voter. C'est tout. C'est tout. Si les gens votent bien et qu'ils votent correctement, ils auront tout eu. Et donc, vraiment, merci d'avoir été efficace. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. Merci beaucoup, pareil à vous. Ok, je vous en prie. Alors? Alors? Oups. Allô Claire, bonjour, désolée. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Oui, je merci pareillement de votre côté. Je peux dire rapidement bonjour à tous. Éclaireur, déjà, salut au gouvernement pour la décision de dissolution de la FECI. Vraiment, tous les parents, je suppose, sont ahuris, sont heureux, sont délivrés, sont, je vais dire, soulagés. Merci beaucoup au gouvernement. Éclaireur, c'est aussi me prononcer légèrement sur la grève de certains enseignants, pour ne pas dire les enseignants, pour dire quand le gouvernement a fini d'indiquer que les enseignants qui ont fait grève auront les heures de travail manquées retirées de leur paye. En tant que parent d'élèves, je salue cet acte-là du gouvernement qui est plus que juste. Maintenant, pour poursuivre, dans la circonstance actuelle, qui, je vais dire, mieux que jamais, depuis 30 ans environ, avec des revalorisations, qui est donc, on suppose, augmentation de salaire à partir de 40% au moins, c'est-à-dire la plus basse augmentation est de 40%. Sinon, ça va au-delà, c'est beaucoup plus dans d'autres cas. Donc, ça leur a fait des déblocages de salaire, des indemnités et d'autres. Ce que ces enseignants eux-mêmes éclaireurs reconnaissent presque à l'unanimité, sauf les mauvaises foi, qui viennent malgré tout faire menace à ce même gouvernement encore. Éclaireur, franchement, il faut être en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, de mon point de vue, je préconise que le gouvernement, que je qualifie d'ailleurs de responsable et ordonné, de s'abstenir, de céder à ce chantage infondé. Vraiment, ce chantage est infondé. Et donc, ne pas tomber dans le piège tendu d'un chaos qui va nous entraîner assurément, dans une escalade de grève de chacun des corps de notre fonction publique, parce que c'est ce que ça pourrait engendrer à la fin. Et je parie que le gouvernement, sans dire ce qu'ils ont à faire, ils ont bien lecture de la chose. Et je parie, éclaireur, qu'il y a des décideurs d'ailleurs lucides à cette situation au sein du gouvernement pour nous mettre impérativement à l'abri de ces menaces fallacieuses, de ce qu'on peut appeler des enfants irresponsables et des enfants gâtés de notre société ivoirienne. Combien de fois irresponsables, je n'ose même pas
dénombrés. Ah oui, en tout cas, nous voulons être à l'abri de tous ces manipulés et leurs manipulateurs. Ce qui éclate aux yeux de tous aujourd'hui, que tout ça est fait de manipulation. Cette nation, je peux m'adresser à ces inconscients, cette nation que Chère nous mère, sommes. on allait vous demander d'être très corsé parce que la ligne est longue et il ne nous reste plus que 10 minutes. On allait vous Je demander. ne serai pas longue Ok. et claire. Merci de me le rappeler. Mhm. Cette nation, pour dire que nous essayons ardemment et sûrement de construire. En tant que grands-parents d'élèves et parents d'élèves, je dis à toutes ces impuretés de notre société, qui sont ces enseignants qui ont grévé aujourd'hui, d'aller se faire une cure de nullité parce que franchement, à la fin, ils sont pas un exemple de formateur et ça se voit. D'ailleurs, pour citer un exemple, il y en a un même qui s'est permis de dire que lui, comme on a découvert gisement baleine, lui, il fait grève dans ce cas-là pour réclamer une prime pour une prime de je ne sais quoi. Franchement, ça fait honte et ça montre à quel point cet enseignant en particulier est ignorant et d'une profonde ignorance qu'on ne peut vraiment décrire. Merci et franchement, c'est une désolation pour ce que nous voyons, nous avons vu avec ces enseignants. Merci, c'est ce que je voulais dire. Mes chers mères, je peux vous dire de faire confiance au gouvernement. Et ils auront les conséquences en plein dans leur paycheck, sur leur fiche de paye. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes. On va décourager toute velléité de grève. Faites confiance. Ça ne sera pas dans le bruit ou dans la publicité. On ne peut pas avoir autant investi et venir se foutre des Ivoiriens. Ah, parce qu'on a découvert pétrole, donc lui, on doit augmenter son salaire. Toi, tu as fait quel travail? Donc, pétrole, là, n'était pas là avant. Pétrole, là, c'était là. Ce que vous ne savez pas, là, il a fallu qu'on engage des grands moyens. Ça ne veut pas dire qu'on a dit que la Côte d'Ivoire a découvert le pétrole, là, que c'est pour nous. C'est un partenariat avec des milliards qui ont été investis. Toi, tu te lèves comme on a trouvé pétrole. Mais c'est que Laurent Gbagbo, justement, je vous ai dit que toutes les raisons que les gens, même les mots qu'ils ont mis dans leur bouche pour gréver là, vous comprenez que ce n'est même plus donc une affaire qui est liée à leur corporation. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est donc pas une affaire qui est liée à leur corporation, à leur travail. C'est du langage de personnes manipulées. On a découvert pétrole, donc il faut qu'on augmente mon salaire. Toi, tu travailles dans le domaine pétrolier. Tu sais comment le pétrole a été découvert? Pétrole, là, c'était là avant. C'est vrai garçon qui sait comment travailler pour créer des richesses, là. C'est lui qui a fait qu'on a vu pétrole aujourd'hui. Et tout est compartimenté. Et le président Ouattara ne va pas s'amuser avec le destin des générations à venir. Ces enseignants, d'ailleurs, même les primes qu'ils ont demandé, ils ne les auront pas. Ça, c'est d'abord pour commencer. Vous n'aurez pas vos primes, là. Ça, c'est un. Non, il faut nous donner une prime pour nous inciter. Donc, ça veut dire quoi? Si on ne vous donne pas, vous n'allez pas travailler. Mais vous ne travaillez pas, on coupe votre salaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont le bac aujourd'hui. Hein. Alors, on peut les prendre, les former en 6 mois. On peut les former, pédagogiquement, on peut les former en 6 mois. Ceux qui vont persister, ils seront remplacés. Ça, on va vous le dire clairement. Ce que je vous dis là, prenez ça comme les propos de quelqu'un que vous ne voyez pas. Mais ces propos-là vont s'appliquer sur vous dans le réel. 1, vos salaires seront coupés. 2, ceux qui vous ont demandé et qui vous ont mis des mots dans la bouche, on va vous dire d'aller vers eux. Et de 3, ceux qui sont vraiment garçons là, ils n'ont qu'à persister. On va vous enlever, on va vous remplacer par tous ceux qui ont véritablement envie de travailler. Donc, chers mères, merci beaucoup. Faisons confiance au gouvernement. Il ne fera pas de publicité, mais il saura se faire respecter. Oui, merci Clara. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et nous vous souhaitons un excellent week-end. D'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Ok, merci de me donner la parole. Alors, je salue tous les élèves de la classe. Éclaireur, on est pressé par le temps, alors je vais faire court et dire juste merci. Merci aux autorités ivoiriennes pour avoir décidé de dissoudre la FESI, cette nébuleuse. Vraiment, c'est ce qu'on a réclamé, c'est ce qu'on attendait. Vraiment, merci parce que force doit rester à la loi. Voilà, une occasion a été ratée en 2011 et cette fois-ci, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, donc vraiment que la FESI aille se faire voir ailleurs. On ne veut plus entendre parler de machettes, de torture, de tout ce qu'on sait, de la FESI. Voilà, parce que les étudiants ont besoin, les vrais étudiants, j'entends, ont besoin d'aller à l'école. Il ne faut pas plomber l'enseignement, il ne faut pas nuire aux étudiants qui ont envie vraiment de se former. Voilà, qu'on débarrasse ces vermines-là du temple du savoir pour que les étudiants continuent d'aller réellement à l'école. Vraiment, je dis merci aux autorités ivoiriennes d'avoir pris leurs responsabilités. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Et vraiment, je ne peux que dire merci. Aujourd'hui, mon cœur est apaisé. Je suis heureuse parce que vraiment, la FESI, c'est fini. Voilà, la FESI et ses machettes va aller se faire voir ailleurs. Voilà. Maintenant, par rapport à Gbagbo, ce monsieur au bout du rouleau qui ne veut pas prendre sa retraite et qui veut forcément être encore en scène. Parce que, au fond, moi je dis, j'en veux aussi aux autorités ivoiriennes qui ont permis que Gbagbo crée son parti, que Gbagbo mène des activités politiques, alors qu'on sait très bien qu'il a été à la CPI, même si il n'a pas été, il se dit avoir été blanchi, donc il ne se reproche rien. Mais moi je pense que le fait que Gbagbo soit encore en politique, c'est tout ça qui amène tout ce qu'on voit là. Parce que Gbagbo, il est dans une démarche de bras de fer contre le président Ouattara, mais nous disons que de toutes les façons, il va à son terminus, il est au bout du rouleau. Et quand Alain Foucault lui pose la question de savoir, à 80 ans, est-ce qu'il pense qu'il peut encore apporter? Il dit, il nous ramène à ses 18 ans, le combat qu'il a mené pour les Ivoiriens, pour les Africains. Franchement, c'est du pipeau. Alors Gbagbo, on voit dans quoi tu es, parce que tu voulais te servir de la FESI, tu veux te servir des enseignants grévistes, mais ça ne passera pas. Ton masque, il est tombé, donc nous allons se dresser contre toi et dire qu'en 2025, ça sera un coup KO pour le président Ouattara et qui a relooké la présidence et qui a bonne mine. Et vraiment, je suis fière de voir mon président. Et éclaireur, je dis bonne soirée à tout le monde et je vous laisse sur ces paroles. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ces paroles d'exhortation. Merci de galvaniser les troupes. Merci de rester positif. Et continuons le combat. C'est en cela que réside le mérite même de notre existence. Vraiment, merci à vous. Excellente soirée à vous. Et déjà, un bon début de week-end à vous. Merci beaucoup. Pareillement. Merci. Merci. Au revoir. Allô? Allô? Assez. Oui. Maman, comment ça va? Assez. Ok. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok. Maman, Anoroto, Asa, Jaboni Ade, parce que Oulaï Oube, on a sabotage noir, ouais, l'ouest c'est Mani, ouais, l'ouest c'est Moïn, on a dit tout douane Ade, en réalité, on est chose diable. On est diable, on est diable, donc Anoroto, Anouadbo, au bout de fonction publique, parce que Gbagbo, on a un travail fictif. A dit travailler fictif mais dit fonction publique ni ade donc voilà no bo des gens go boy mais de no obligé ou y a une association ou bien je sais pas quoi oui ou you bo réformer nous ou boye bien ou y a des flènes nous donc il y a ce boy taille ah ouais mais maman nous l'auto je dis faut encore serrer parce que Gbagbo Sila Abou Laurent là il a fait travailler fictif. Voilà, déjà, il a mis les noms là-bas. Ceux même aujourd'hui qui ont des faux diplômes là, c'est pas un vrai diplôme même qu'ils ont. Parce que quand on les entend s'exprimer même sur la toile, ils viennent se plaindre pour dire pourquoi nous autres là, on les critique. Mais quand tu les vois s'exprimer, mais tu imagines même pas, maman, moi-même là, je peux même enseigner même un enfant de CM2.
Mais je te jure que si tu vois leur orthographe, leur expression, la façon qu'ils s'expriment, c'est dégueulasse. C'est pas des vrais travailleurs, c'est pas des gens de la fonction publique, c'est faux. C'est des saboteurs qui sont là-bas. Parce que Hubert Oulaïda, lui et puis ces groupes-là de l'Ouest, des sorciers, des diables qui sont là-bas, les monstres là, ils veulent t'empêcher de travailler. Mais maman, bulldozer là, c'est pas pour rien qu'on t'a donné. Donc faut même pas reculer. Ces gens-là, ils vont aller nulle part. Ils continuent à faire si c'est aujourd'hui, en mai, faire si c'est en mai, faire si c'est mort. Donc, Papa Ado, il faut continuer comme ça. Moi, je dis, mon métro là, il faut réaliser ça. C'est tout ce qui est mon problème. Même si Éclaireur dit que j'ai trop parlé, ça, c'est son problème. Merci, Éclaireur. Maman, tu auras ton métro. Tu auras ton métro. On a compris. Merci infiniment. Et vous, ce métro se fera. Et soyez-en sûrs et soyez convaincus. Vraiment, merci pour le combat. Merci d'être sorti encore une fois. Merci pour le message adressé à notre maire Ouloto. Et que le gouvernement reste ferme. À part le gouvernement de Ouattara, il n'y a personne qui peut augmenter vos salaires. Mais ce n'est pas dans l'impolitesse que vous allez obtenir ça. Si vous voulez devenir politicien, là, devenez politicien. Mais ce n'est pas dans l'impolitesse et dans le manque comment je vais appeler, en dehors du droit et contre la vie et contre les intérêts des Ivoiriens que vous allez obtenir ce que vous voulez. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui rentre dans l'illégalité. S'il voulait rentrer dans l'illégalité avec quelqu'un là, il allait s'asseoir en 2010 pour discuter avec Babo. Donc, ce n'est pas avec des piètres comme vous qu'il va céder. Ça, soyez-en sûrs. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un très bon début de week-end. Bien des choses à vous-même ainsi qu'à toute la famille. Bon Juma Moubarak à mon chéri Coco. 252. Et un chose ici là. Connaît. Au revoir. Tout le temps, les dégâts. B52 sous-marin. Ok, donc merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, Éclaireur, merci à vous. Oui, le chantage ne passera pas. Le président Ouattara, tu peux tout lui faire, mais il ne faut pas rentrer dans le chantage. Ça, tu as fait ça, tu as perdu déjà avec lui. Et vous venez de tout perdre avec lui. Quelqu'un qui s'est assis devant les militaires pour les garants. Hey, vous là, les militaires se sont levés ici, on met 20 millions, on met 6 millions. Alassane Ouattara les a appelés, il dit, vous là, je ne donne pas. Oui, cher mère, une seconde. Les militants ont fait froufrou, il les a appelés, les a mis devant lui, avec leur fusil. Il dit, moi là, je vous dis ça, je ne vous donne pas. Et puis si vous vous comportez comme ça là, hey, les militaires se sont pliés. Donc là, s'il a pu réunir les militaires pour lui dire avec leur fusil dans leurs mains là, pour vous là, c'est plaisanterie. Non, moi je ne parle pas pour dire les choses dans le vide. Ce que j'ai dit là, si ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé là. Allez reprendre les vidéos. Quand les militaires se sont levés, il dit, je ne peux pas, je ne vais pas aussi faire. Si vous voulez qu'on vous fasse la même chose, les 8400 là, il les a fait asseoir pour leur dire les cassa. Quelqu'un qui dit vérité aux militaires là, ce n'est pas des pauvres civils comme vous. Mais vous avez tiré le mauvais filon. Ça là, même s'il devrait avoir des augmentations là, il ne va plus faire. Et puis il va voir. En tout cas, vous avez choisi le mauvais filon. Ça, je peux vous le dire. Donc, chère mère, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, on va tous très bien. Ok, donc, Juma Moi, Moubarak je à vais vous. dire merci, Juma Moubarak à toi aussi. Je sais que toute la famille va bien. Oui, ça va. Grâce à Dieu, tout va Ok, bien. étant musulman, je vais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin au gouvernement. Alhamdulillah Rabbil Alamin au président Ado. Oui. Fais si. Pendant peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enfin. Et que Dieu continue de détruire l'esprit là. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vraiment lui dit merci encore pour ce vendredi saint. Et Alhamdulillah, nous avions reçu une très bonne nouvelle. Par la grâce d'Allah, par la grâce de Dieu, nous avons reçu une très bonne nouvelle venant du gouvernement Ado. Voilà, on va leur dire merci, et merci d'avoir écouté nos cris, merci d'avoir écouté nos cœurs, merci d'avoir écouté notre éclaireur pro-vérité, qui a toujours été vrai, il a toujours été dans la vérité. Vraiment, merci. Fais-ci va à l'enfer, et que fais-ci reste à l'enfer pour de bon.
Franchement, mais l'esprit spécifique est resté dans ces fonctionnaires fécistes qui sont dans le système là. Ils vont pas enlever ça dans vous. Parce que, hey, il y a plein de personnes qui attendent pour travailler. Hein. Oui, 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 oui. Parce que c'est une grâce pour vous aujourd'hui, là, vous êtes là en train de travailler. Si vous ne voulez pas tomber là, mettez-vous à côté. Papa, donc, gouvernement RHDP, merci pour tout. Merci, 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 merci. Et mille fois merci. On vous dit de taper sur la table. Vous êtes dans la vérité. Tapez sur la table. Oui, 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 oui. C'est que vous n'allez pas pouvoir corriger pour notre population là. On n'aura plus ça. Donc, on compte sur vous et continuez de taper. Ces fonctionnaires flan fécistes qui sont encore dans la fonction, qui veulent prendre la fessie pour transformer entre eux là. Ils seront matés aussi. Oui, oui, ils seront matés. Donc vraiment, merci beaucoup l'éclaireur. Je ne vais pas prendre tout ton temps. Bonjour à tous. Que Dieu protège le gouvernement de Papa Ado, tous ceux qui sont honnêtes autour de lui. Et que Dieu protège toujours nos forces de l'ordre qui sont en train de nous donner la paix, la sécurité au pays. Que Dieu vous protège et que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci. Je sens la joie dans votre voix et il en a autant pour moi. Et vraiment, nous sommes très satisfaits de notre président, le président Ouattara. Et nous sommes très fiers de lui. Et nous disons ceci, on peut tout obtenir avec le président, mais c'est quelqu'un qui se respecte. Et c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. Vous avez une fois vu le président humilier quelqu'un? Jamais. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça là, c'est qu'il n'accepte pas le manque de respect. Eh oui. Quelqu'un qui n'aime pas humilier les gens là, c'est sa carte d'identité qui montre. Là, moi, je ne t'humilie pas, il ne faut pas essayer ça avec moi. Hey, c'est que vous devriez obtenir là. En tout cas, le président ne va plus faire. C'est moi, je vous dis ça. Maintenant, vous avez dit que la fessie, c'était un esprit, non? Bon, Alassane Ouattara, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle maintenant le tueur d'esprit. Le neutralisateur des esprits s'appelle Alassane Ouattara. La fessie, c'est un esprit. Nous, on vient d'étrangler votre esprit. Et celui qui a tué votre esprit s'appelle Alassane Ouattara. Et la suite et la meilleure partie vient. Mais les élections, comme l'a dit TBE, vont se passer dans des conditions qui vont surprendre le monde. Il n'y aura même pas une mouche. Et c'est de cela qu'il est question. Ceux qui sont en train de lutter pour la paix, la sécurité et la dignité humaine, là, la nature et Dieu même vont jamais les abandonner. Et sachez que nous, si on doit mourir dans les rues pour que notre pays soit en paix, en tout cas, l'histoire retiendra qu'il y a des gens qui ont voulu que le pays soit tranquille. Vous êtes fâchés, vous n'aimez pas ce qui se passe. Allez faire inscrire vos militants comme nous le faisons. Allez voter et la sanction des urnes va s'imposer aux vainqueurs comme aux vaincus. Ça sera ça. La politique villageoise à l'ancienne, là, c'est fini. On va imposer le respect des citoyens. On va imposer la diversité. On va imposer la paix. Parce que ce ne sont pas les faibles qui peuvent mettre la paix. C'est les hommes forts qui imposent les règles des sociétés. Et nous sommes contents d'avoir un homme fort en la personne du docteur. Et nous n'allons pas hésiter à le soutenir de n'importe quelle manière. Ah oui, de n'importe quelle manière. Merci beaucoup, cher maire. Merci à vous-même pour le combat. Et nous sommes très heureux. Et nous sommes avec notre président. Et c'est ce qui compte. Et nous sommes avec la Côte d'Ivoire de la dignité. C'est ça le plus important. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de week-end et tout le bonheur à la famille ainsi qu'à vous-même. Merci l'éclaireur. Non, mon Dieu m'a gagné. Waouh. Bravo au gouvernement. Vraiment, bravo, bravo. Merci l'éclaireur. Je vous en prie, cher maire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. C'est notre père Bakayoko. On va lui accorder, puisque son système de raisonnement est un peu complexe et très organisé, on va lui donner de façon exceptionnelle 10 minutes pour qu'il puisse aussi donner son avis et pour qu'on puisse clore le direct de ce jour. Nous disons déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous ont fait confiance. Il faut toujours suivre quelqu'un qui donne des résultats. C'est encore mieux que quelqu'un qui parle beaucoup. Et Alassane Ouattara est un arbre qui produit des fruits. Alassane Ouattara n'est pas un figuier. Alassane Ouattara est un olivier. Allô? Allô? Oui, bonjour cher père, comment allez-vous?
Bonjour éclaireur, comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va plus mieux. Je sens aujourd'hui qu'il y a un peu de mieux dans la forme. Oui, je commence à remonter. Non, je le sens dans la voix. Allô? Oui, je dis que je ressens ça dans la voix et ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de Merci. problème. Et donc, on va vous Merci. laisser la parole pour 10 minutes. D'accord. Ok. Ben, comme d'habitude, hein, toutes mes félicitations à toute l'équipe, mes respects et bonjour à tous, du courage, de la persévérance. Je salue tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, espérant que ceux qui sont encore dans les ténèbres vraiment en sorte venir vraiment profiter de ce que les bienfaits que l'ère Alassane Ouattara est en train de nous procurer. Donc bref, j'ai mangé un peu, donc vous sortirez ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, je vous ai entendu dire que le président de la République, dans son intervention par rapport à la sécurité, qu'il demandait en fait à la population ivoirienne de ne pas céder à la violence. Je crois que j'ai bien compris, c'est ça. Effectivement. Ouais. Ça m'a tellement fait plaisir que j'ai senti des émotions que je ne peux pas décrire. En fait, c'est vraiment un enseignement digne d'une grande école de sciences politiques. Et lorsque vous avez le projet sublime de conduire votre pays au développement, il faut qu'il y ait le caractère avec. C'est triste. Des personnes comme Laurent Gbagbo ne peuvent pas porter cette charge. C'est trop pour eux. Ils sont bien dans les bars. Ils sont bien dans les grains. Les grains où personne ne conteste l'autre. Comme on le dit dans notre langage lapidaire, Dula, Worofobalo. C'est-à-dire tout le monde dit ce qu'il pense et personne ne conteste l'autre. En fait, c'est l'assemblée des irresponsables. Ils n'ont pas de but et c'est comme ça. Donc, chers parents, voilà que le président se dévoile pour vous dire qui il est en fait. C'est quelqu'un qui a un objectif. C'est l'objectif qui est conforme aux attentes des vrais Ivoiriens qui pensent nuit et jour, en tout cas dans leur chambre, partout où ils sont, de faire avancer leur pays, au même titre que les pays occidentaux, et pourquoi pas plus. Il y a quelques jours, j'ai envoyé une image à un frère montrant les prouesses de la Chine. Oui, tout le monde admire ce que la Chine fait aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas possible ailleurs? Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de nous montrer. Si nous répondons la violence par la violence, de façon automatique, nous allons nous disperser. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Mais cela ne veut pas dire que nous allons laisser la chienlit s'installer. Voilà ce que cette parole aussi contient. Nous ne nous laissons pas perturber. Nous continuons le développement, le processus de développement. Nous surveillons cela comme du lait sur le feu. Et nous n'allons pas aussi céder à tout ce qui peut nous distraire. C'est l'interprétation que je donne à ces propos-là. Et ça doit être en tout cas le comportement de tout Ivoirien, en tout cas qui a compris le président actuel. J'invite donc tous les Ivoiriens
qui sont encore hésitants, de comprendre que tout ce qui se fait, c'est dans notre propre intérêt. Si nous continuons, comme le président nous a lancé, à soutenir le processus de développement, il va arriver un moment, l'Ivoirien ne sortira plus de chez lui. En tout cas, s'il sort de chez lui, si ce n'est pas pour avoir un plus, mais il n'ira pas pour souffrir ailleurs. Parce qu'on aura l'essentiel chez nous. Et dans une vie, c'est le plus important. Et il y a des indiscrétions qui nous disent que ce que nous voyons actuellement, ce n'est même pas la moitié de ce qui est prévu. Pourquoi sommes-nous si, en tout cas, sommes-nous si faibles pour céder à la tentation de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est trempé de la tête aux pieds dans la manipulation. Aujourd'hui, la vérité est pour lui le mensonge, et le mensonge est la vérité. Il pense qu'il peut s'en sortir, n'est-ce pas, en manipulant. C'est normal. Ça lui a réussi un moment. Mais Laurent Gbagbo, c'est fini. C'est vraiment fini. Ces journalistes qui viennent s'asseoir devant toi pour organiser des interviews, ils savent que c'est fini pour toi. Mais ils veulent ton argent. Mais c'est l'argent du contribuable ivoirien. Sur toute la ligne, tu n'as pas été exemplaire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour que tu te rattrapes? Apparemment, c'est peine perdue. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Parce que quand on voit vos comportements, si on n'est pas déjà équilibré comme le président de la République, la première réaction, c'est de vous décimer. Mais nous n'allons pas aller jusque-là, à la seule condition que vous rentrez dans les rangs. C'est avec vous, Laurent Gbagbo, que les Ivoiriens, en tout cas une partie de la population ivoirienne, n'a aucun respect des institutions. C'est avec ce président de la République qu'on commence à avoir un peu de crédit pour nos institutions. Et c'est parce que tu foulais au pied les institutions que tu as fait tout ce que tu voulais faire. Sinon, une justice bien organisée ne pourrait te laisser faire tout ce que tu as fait. Une Cour des comptes, si il en existait, je ne pense pas à l'époque, en tout cas, si nos deniers publics étaient surveillés comme le lait sur le feu, tu n'aurais pas le courage de faire tout ce détournement, toute cette, n'est-ce pas, utilisation sans contrôle de nos deniers publics et à la fin te foutre de nous. Et aujourd'hui, encore on te donne encore des rentes viagères, alors que tu nous as fait du mal. En réalité, tu gagnerais à te retirer de la scène politique. Parce que ce que tu as fait te suivra même dans la tombe. Et je souhaite que tu te repentes. Ce n'est pas le fait d'échanger d'église qui fait le repentir. C'est de montrer aux Ivoiriens qu'on renonce à tout ce qui peut engendrer le désordre social. Cette adresse aussi à l'endroit de Blé Goudé, qui joue au malin, qui fait semblant. Est-ce que toi, Blé Goudé, tu dois encore militer dans un parti politique? Avec tout ce que tu as fait, les éléments sont là pour te comprendre. Mais tu continues de t'entêter. Les quelques années à la haie ne t'ont pas suffi. Je pense que on a encore du temps pour s'occuper de toi. Donc, pour revenir au propos du président de la République, je voudrais dire à tous les EPV, à tous ceux qui sont dans le RHDP, que c'est là que nous devons comprendre que nous avons un vrai leader. Et ça doit créer des émules. On doit fabriquer rapidement
en tout cas d'Alassane Ouattara à l'intérieur du RHDP. Parce que tous les jours, il nous enseigne quelque chose. Il faut être ferme. Mais la fermeté ne peut avoir de sens que lorsque vous êtes droit, que lorsqu'on ne vous voit pas dans les choses malsaines. Regardez l'histoire de ce président de la République et comparez ça à celle de Laurent Gbagbo. C'est le jour et la nuit. C'est la distance entre le ciel et la terre. C'est à nous de nous inspirer de ce leadership et de le matérialiser sur le terrain. 2025, je ne doute pas un seul instant, mais je parle en me basant sur la volonté divine. Rien ne va se passer de mal en Côte d'Ivoire. Les ennemis iront d'eux-mêmes. La pression sera telle qu'ils vont céder. Et chaque fois qu'ils vont déployer leur arsenal, nous allons trouver des éléments de réponse. Sans excès, mais dans les limites, en tout cas, du raisonnable. Et c'est ce que notre président est en train de nous enseigner. Ne cédez pas à la haine, ne cédez pas à la violence. Cela veut dire quoi? Protégeons le pays, surveillons tout ce qui se passe. Ne soyons pas les premiers, n'est-ce pas, à engager la violence. Mais soyons prêts à défendre la patrie, à défendre nos familles. Et faisons cela avec tellement de force que ceux qui pensent qu'ils sont nos adversaires, nos ennemis, vont céder ou en tout cas, ils vont passer de l'autre côté de la barrière. C'est cela que je voulais partager avec vous pour dire que ces propos-là, nous ne devons pas les oublier très rapidement. C'est le sens même, c'est le sens de la politique qui est en train d'être menée sur le terrain actuellement. J'entends parfois certaines personnes se plaindre du président de la République. Mais il ne réagit pas, le gouvernement ne fait pas ceci. Mais vous savez, j'ai toujours été prudent par rapport à ça. Le président sait où il va. Le président sait pourquoi il faut agir comme ça. Et ceux qui font tout ce bruit autour de nous ont déjà perdu la bataille, ils le savent. Et ils jouent avec l'extérieur pour nous perturber. Mais ça ne marchera jamais. Même l'extérieur ne leur fait pas confiance. Laurent Gbagbo n'a jamais eu le sens de la gestion. N'a jamais eu le sens de la gestion. C'était pas un gestionnaire. Il a eu seulement la chance d'accéder à la magistrature suprême, mais sans le mériter en réalité. Donc, chers frères et sœurs, ce bout de phrase venant du président de la République nous appelle tous de regarder nos comportements, d'être méthodiques, même si parfois on pense que nous sommes faibles. Mais la force est toujours calme. La force comprend les réalités et la force agit au moment où il faut. Et c'est cela que je voudrais vraiment appuyer pour dire que c'est un discours très apaisant, très rassurant. Effectivement, la réalité, elle est celle-là. La Côte d'Ivoire est sur de bons rails. Elle progressera. Malgré les adversités, la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas. Mais soutenons ce processus. Soyons en phase avec ce processus. Avec, n'est-ce pas, cette mentalité que le président est en train d'injecter petit à petit dans la société ivoirienne. Pour sortir les Ivoiriens, en tout cas de la barbarie. Le mot est lâché, la barbarie. Ça nous a coûté ce que vous avez vu. Quelqu'un qui n'avait aucun plan de gestion,
qui n'avait aucun sens de la gestion de l'homme, des ressources humaines, d'un pays, d'une organisation, a été promu, a été projeté au devant de la scène. Et nous avons payé le prix cher. Plus de 3000 morts. C'est des chiffres qu'on dit, mais la réalité est plus triste que cela. Sans compter les escadrons de la mort. Et aussi, surtout, la dislocation du tissu social. Mais engageons-nous à réparer, en tout cas, la facture. J'encourage le gouvernement d'accélérer les projets, de ne pas s'arrêter, d'être dans la dynamique du président. Construisons notre pays. Construisons notre pays. Ne regardons pas de gauche à droite. Regardons, en tout cas, notre itinéraire qui est de développer la Côte d'Ivoire. Et ça, personne ne doit nous perturber là-dessus. C'est à ce prix que nous allons vraiment être honorables comme notre leader. C'est là que je vais m'arrêter pour souhaiter en tout cas un bon après-midi ou un bonsoir ou un bonjour à tous les EPV. Et ma prière pour conclure, c'est que Dieu fasse que nous ayons le courage de vraiment nous fondre, en tout cas dans le comportement du président de la République. Je suis persuadé que le RHDP a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Je suis persuadé que ce parti-là va apporter beaucoup à l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas parler de l'Afrique. Soyons patients, suivons notre leader, soyons incisifs, mais je suis sûr que toutes les décisions qui viendront de lui sont les bonnes. Il est à la hauteur, il a aussi la carrure et la sagesse. Ça, c'est beaucoup pour un leader de la trempe de Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire, vive les EPV. À bientôt. Je vous remercie. Merci infiniment, cher Aîné. Merci pour ces paroles hautement teintées de sagesse. Merci surtout à vous de venir partager toute votre expérience avec nous. Et on ne peut que vraiment en être heureux et vous dire vraiment merci infiniment. Vous souhaitez un excellent week-end et une très excellente soirée. Merci beaucoup. Et surtout, puisse Dieu nous accorder tous une très bonne santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Aîné. J'en prie. Et donc, cher EPV, c'était tout pour aujourd'hui. Demain sera encore un autre jour. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et déjà, bon week-end à tous. Et à maman Marguerite Aki, excellente soirée à vous du côté de Londres, ainsi qu'à toutes nos mères et à tous les Chao. Et demain, nous nous retrouvons pour une autre randonnée intellectuelle que nous appelons le festin intellectuel. Merci à chacun et à chacune.